On est le 6 janvier, bienvenue en prenant votre café. On va parler du Venezuela. On n'en parlera pas tous les jours, là, parce que mais là, on va en parler un petit peu. Hein. Ça donne du gaz à Courtney. Hey, à Paris, il se passe quelque chose avec les clubs de football, de soccer. Donc, je vais vous parler de ça. Le déclin des pizzerias aux États-Unis, est-ce que c'est la même chose ici? Pizza Savaldoré, qui en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au vouvoiement qui débute au Québec. On devait avoir le REM à l'aéroport Trudeau en 2024. Je vais vous dire en quelle année ça devrait être prêt. Est-ce qu'on a confiance au PME? Est-ce que vous avez confiance au PME, à votre PME, vous autres, pour 2026? Je vais vous parler de ça. Des titres à surveiller en 2026 québécois. On va parler de ça, l'or et l'argent, la défense, Chevron. Est-ce qu'Elon Musk, c'est quoi la date qu'Elon Musk va vouloir un triomphe? On parle de ça. La bataille Oreo et Biscoff. Ça, c'est intéressant, maudit. Une compagnie qui ne sert à rien. Il y en a des compagnies qui ne servent à rien. Je vais vous en présenter une. La compagnie d'auto Xiaomi. Je vais vous parler de ça dans les insolites. On peut déclarer le 6 janvier comme étant la dernière journée qu'on se souhaite bonne année. C'est correct. Moi, normalement, je dors le 31 décembre à minuit. Okay? Ben oui, on peut arrêter ça. Et merci d'être ici. Merci d'être là. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Ça fait une grosse, grosse, grosse différence. Si vous faites un like, c'est ma paye. Ça paye pas faire ça. Là. Je fais ça parce que j'aime ça. Je fais ça parce que je fais beaucoup de directs. Ça me permet d'avoir des sujets d'actualité et pour être prêt pour les débatteurs et toutes les autres radios qu'on me demande. Donc, en même temps, là, venez l'enregistrer ici, ben, si ça intéresse à peu près 2-3 000 personnes par jour. Merci, merci, merci. La Groenland appartient à la Finlande. C'est un kingdom, c'est un royaume, le Danemark, et le Groenland en fait partie. Puis la présidente a dit « No way. Si tu attaques le Groenland, tu attaques un pays de l'OTAN. » Donc, les autres pays de l'OTAN vont devoir aller défendre. Tu sais, à un moment donné, Trump, là, c'est assez. Là, c'est assez. Là, puis j'en ai parlé hier. Ce qui me dérange le plus, c'est pas d'avoir enlevé un dictateur et un pays qui était aux prises avec une dictature. L'affaire, c'est... Il ne faut pas oublier que Trump est allé serrer la main à Kim Jong-un de la Corée du Nord. Là. S'il y a bien un pays qui est dictateur, ça en est bien un aussi. Le Venezuela aussi. Mais c'est pas payant, la Corée du Nord. C'est loin, c'est pas payant. C'est payant, le Venezuela. Point de vue du pétrole. Donc, mais après ça, c'est quoi la prochaine étape? Il va attaquer Cuba. Il se lancera quand même pas contre le Canada, même s'il a déjà parlé du 51e État. La folie de Trump va arrêter où? C'est pas le principe ça aurait dû se discuter à l'ONU, probablement que l'ONU n'aurait rien fait. Comment ça se fait que l'ONU n'a rien fait au Venezuela pendant toutes ces années-là? C'est la vraie question qu'on doit se poser. C'est pourquoi que l'ONU n'a rien fait? C'est ça. Pourquoi que Trump a décidé, moi c'est assez, puis je vais aller régler le cas? Est-ce qu'il en avait parlé à l'ONU? Pourquoi que l'ONU n'a rien fait? Pourquoi l'ONU n'est pas proactive pour dire, regarde, on va faire quelque chose avec ça? C'est ça la vraie question. Et l'affaire, c'est qu'il est en train de dire à la Chine, ben, allez prendre possession d'Hong Kong et Taïwan. C'est ça qui est l'insécurité. On va regarder les marchés tantôt. Je m'attendais à ce que les marchés soient vraiment mauvais. Ben non. Ben non. C'est pas du tout le cas. Vous savez qu'on ne rencontrait pas les standards de l'OTAN avec notre 1,25 de dépenses, je pense à peu près, au point de vue militaire. Donc, Trump a dit, mais moi, je vais avoir 5. Mark Carney, pour y faire plaisir, en pensant que c'était pour l'aider dans les négociations. Il dit, OK, parfait, on va mettre 5 des dépenses. On va dépenser là, dans la défense. Beaucoup, beaucoup, beaucoup en 2026. Et c'est ça qui est le danger. Le danger de trop dépenser trop vite, ben, il y a des entreprises qui vont en profiter avec des projets tout bidons. Là, le mot d'ordre en ce moment, ce n'est pas de mettre l'intelligence artificielle dans ton plan d'affaires. Si tu veux avoir du financement, mets défense. Ça va être bon pour la défense.
C'est ça. Si tu rajoutes AI, c'est encore mieux. Et si tu vas avoir encore plus d'argent, parce qu'il y a de l'argent aussi pour le quantum, là, rajoute un projet d'intelligence artificielle sur un ordinateur quantum pour la défense. Là, t'as le jackpot. T'as le jackpot. Vas-y, là. Vas-y, all-in là-dedans. Là. Ceux qui savent écrire des plans pour aller chercher du financement, mettez ça. Là. J'ai un projet là, de quantum computing pour la défense en utilisant l'intelligence. Hey, là, le gouvernement va te courir après. Tu vas avoir toutes les subventions possibles et c'est ça qui est le danger en ce moment. Sur un sujet plus léger, parce que faut pas que ça soit lourd, hein, les nouvelles. Hein. C'est déjà lourd d'avance. Imaginez-vous le club de hockey canadien, le Canadien de Montréal, hein, et le groupe Louis Vuitton décide de lancer un nouveau club canadien de Montréal 2. C'est impensable, là. Il y a une protection du territoire ici. Là. Mais je vous amène ici. Regardez. Il y a 48 mètres de différence entre les deux stades. Et c'est le Paris Saint-Germain qui est dans le plus gros stade à droite, ceux qui ne l'ont jamais vu. Puis l'autre, c'est le FC, Paris FC, qui habite juste à côté, jusqu'en 2029. C'est un nouveau club qui appartient à Louis Vuitton. Donc, ils ont de l'argent, là, pas mal. C'est spécial. À côté de l'autre. Il y a un stade plus grand que l'autre, là, quand même. Là. Ça me fait sourire parce que c'est impensable ici au Québec. Là, il y a New York, il y a deux clubs de baseball, là, les Mets et les Yankees. Ils ont les Islanders et les Rangers. Mais là, quand même, c'est un à côté de l'autre. C'est spécial. C'est spécial. Il y a un autre graphique que je veux vous montrer. Bon, ben, ça, c'est fait Paris. Ça, c'est fait. Je veux vous montrer ça ici parce que, bon, ici au Québec, il y a quelques années, moi j'ai fait un podcast il y a peut-être 3-4 ans, puis le commanditaire c'est Pizza Salvatore. Je ne connaissais pas du tout Pizza Salvatore. Aujourd'hui, le groupe Abatialo est partout, hein, pas juste dans les Jack Lecoq, je pense, ou d'autres chaînes, ils sont partout, bien entendu, et des Salvatore qui sauvent partout. Bien, regardez le graphique, il y a quelques graphiques en ce moment. Tous les restaurants sont en croissance à peu près de 3% en 2025. La pizza est à 0%. Regardez les cafés, il y a une augmentation de 40% des cafés et des pâtisseries, quand même. Hein? Mexican Food, Chipotle et les autres, à la hausse. Et regardez les pizzerias, au total, moins 10%. Moins 10%, donc il y a moins de 2000 restaurants de moins. Aux États-Unis. Donc, on peut extrapoler que ça a pas mal la même chose ici. Est-ce qu'il y a trop de pizzerias? Est-ce qu'on a atteint un point de saturation? Puis là, il y en a de moins en moins. J'en mange pas beaucoup de pizza, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pizza. C'est un plat du vendredi soir. Facile. Hein? Je ne sais pas si tu en commandé la semaine, là, mais c'est un plat facile du vendredi soir, du samedi soir, commander de la pizza. Pendant que j'étais dans les rénovations en campagne, j'en ai mangé un petit peu plus que d'habitude. Là. Mais ça se calme. Je ne sais pas qu'est-ce que le groupe Abatialo pense de ça, parce que c'est toujours un danger lorsque tu investis massivement, si l'appétit des gens, c'est pas seulement envers une marque des fois. Là, tu as beau investir, les gens peuvent aimer ta marque, mais les gens ne mangent plus de pizza. Toujours très, très, très dangereux. Mais bon, regarde, les gens pourraient décider de ne plus manger d'érable, puis je serais dans le même bateau, sauf que dans n'importe quoi. Même si on voit une diminution, comme je viens de vous présenter, il y a peut-être une diminution pour l'ensemble. Il y a peut-être des marques qui vont prendre le volet, puis il y en a d'autres qui vont prendre la place aussi. Moi, c'est ma façon de penser. Je vais vous parler tantôt de ce que je pense de 2026 pour les PME, là, puis vous allez voir. Avez-vous acheté une auto neuve? Hey, savez-vous comment ça coûte une auto neuve? 63 000 $ en moyenne. Une auto usagée, 36 000. Une auto usagée en 2026 vaut plus qu'une auto neuve en 2018. Après ça, on se demande pourquoi la filière batterie puis les autos électriques, on ne veut pas en acheter. C'est encore plus cher, les autos électriques. Pendant qu'il y a des autos vraiment pas chères chinoises disponibles. C'est pas normal là, qu'un auto, le prix d'un auto a doublé depuis 2018. Ce n'est pas normal. Une augmentation de 10% par année.
en moyenne. Qui a bénéficié de ça? Les employés. Ils ont eu une augmentation de combien? De 25 dans la dernière convention collective, plus du rattrapage. Bien, quand vous applaudissez les travailleurs et les syndicats qui donnent des augmentations de salaire de fou, puis que les entreprises, de toute façon, s'en balancent parce qu'ils ont des subventions, bien, regarde ce que ça donne. On n'est plus capable de se payer un char. Pendant ce temps-là, on dit non aux autos chinoises. Question de principe. Alors, ce qu'on veut, c'est de la libre concurrence pour faire baisser les prix. On s'en fout de Ford, on s'en fout de Chrysler, on s'en fout de tout ça. Ils exploitent le pauvre monde. C'est ça qu'ils font. Une famille capable de se payer une auto sur 70 000 $, ben non. Ils vont user leur bazou jusqu'à la fin, là. C'est ça que les syndicats ont créé. C'est ça qu'on applaudit, puis c'est ça qu'on veut protéger comme emploi. Ben moi, je compte ça. C'est pas normal qu'une auto neuve coûte aussi cher que ça a doublé. Mesdames et messieurs, vous allez m'appeler M. Lambert maintenant. C'est fini, François. Comment ça va, Frank? Non. Mais tu sais, c'est spécial qu'on soit obligé de mettre le vouvoiement obligatoire dans les écoles, parce que dans les écoles privées, le vouvoiement a toujours fait partie. Tu sais, quand on voit que quelque chose va bien, là, OK? Est-ce qu'on est obligé d'attendre une loi? Les directeurs d'école, ça lui tente dessus, là, mon frère fait partie des directeurs d'école, là, de s'inspirer de ce qui va bien ailleurs, de s'informer quelle école va bien, avec les outils qu'on a et les reportages qu'on a, et de voir comment on peut faire une différence dans notre école avant de se faire imposer. Il n'y a rien qui empêchait n'importe quelle école d'exiger le vouvoiement. Absolument rien. Qu'un professeur peut l'exiger dans sa classe, vous allez me vouvoyer. Question de principe, question de respect, question de créer une distance. Tu sais, en secondaire 5, là, le prof qui a peut-être 35 ans, puis la fille qui a 16 ans, qu'elle commence à l'appeler par son petit nom parce qu'elle suit ses réseaux sociaux, tu sais, il faut faire une barrière. Moi, si j'étais prof, j'accepterais aucune amitié avec les élèves. Jamais il m'appellerait François, jamais il m'aurait appelé Frank. Question de créer une barrière pour éviter tout débordement. Pour éviter justement un rapprochement potentiel. Tu veux pas ça. Pourquoi attendre le vouvoiement? Mais bref, c'est là en ce moment. Deux choses sur Montréal-Trudeau. Beaucoup de rénovations à Montréal-Trudeau. Il y a le REM qui était prévu pour 2024. Déjà, là, c'est complètement débile qu'on ait pensé à bâtir un REM sans penser que l'objectif numéro 1, en partant, ce serait de relier l'aéroport au centre-ville. Si on veut faire partie des grandes villes, il faut relier ça. C'est un oubli. Là, on dit, OK, on va le faire. C'était prévu en 2024. On ne l'aura pas avant 2027 si tout va bien. C'est en construction, là. Mais quand même, c'est vraiment des tatas de ne pas avoir pensé ça dès le début. Pas fort. Pas fort. L'autre chose, à partir de Trudeau, si vous allez aux États-Unis, les vols, hein, ça ne nous intéresse plus beaucoup aux États-Unis. Mais regarde, on apprend qu'une famille a décidé d'aller vivre les snowbirds vont en République dominicaine parce que ça coûte moins cher. Mais regarde, il y en a 2 qui sont morts. Mettons que j'étais snowbird. Ben, je choisirais un pays où c'est facile de vivre, où c'est pas trop compliqué et que les risques de te faire tuer ou empoisonner, peu importe les raisons de ce couple-là, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Mais quand je regarde ça, je me dis, ouais, les États-Unis, c'est quand même pas si pire. Là. C'est le même style de vie à peu près. Là, on ne voit pas de Trump tous les jours. J'en ai pas de maison. Je ne suis pas rendu là dans ma vie encore. Est-ce que je vais être là dans ma vie? Peut-être jamais, je ne sais pas. Probablement pas. Je ne sais pas. Marilyn aime l'hiver. Fait que c'est assez maudit de dire, viens-t'en, on s'en va dans le sud. Moins 26% vers Miami, moins 12% vers Vegas. J'aurais pensé que Vegas aurait été plus élevé quand même parce qu'il n'y a plus rien à foutre là-bas. À part d'aller gambler et manger dans les bons restaurants. Là. C'est plus l'attrait que ça avait, là. T'sais?
quand même. Mais quand même, hein, à partir du Tour d'eau, moins 26 vers Miami, qui est une place de luxe. D'ailleurs, j'ai déjà voulu trouver des contacts pour vendre mes gaufres en Miami. Nous, on vend le paquet de gaufres 8,99 là, pour nos gaufres à l'érable puis au Mélilo. Aux États-Unis, un paquet de gaufres comme ça vend 26 US. S'il y a un distributeur aux US qui m'écoute, là, ça serait peut-être le temps qu'on se parle. On peut faire de l'argent tous les deux. Mais tu t'occupes de la vente. Je ne m'occupe pas de rien. Je t'ai vends, les distribue. Est-ce que vous commandez sur Uber Eats ou DoorDash? On en parle souvent que c'est une job d'immigrant. C'est une job pas payante, pas rentable. Ben, tu sais, moi, ça me fait toujours rire quand on dit ça. Parce que c'est bien évident que c'est pas rentable. Tu feras pas carrière là-dedans. Il faut voir ça comme un revenu d'appoint. Moi, quand je vois là, que, regarde, s'il était employé, ça serait pas rentable, mais si c'était pas employé, les gens commanderaient tout simplement pas. Il y aurait une industrie complètement à terre. Ça aide les restaurants, ça aide un paquet de choses. Maintenant, tu ne cherches plus le numéro du restaurant. Tu t'en vas sur Uber Eats ou DoorDash et tu commandes directement de là. Ben, pas mal plus simple. Hein? Pas mal plus simple comme ça. Donc oui, c'est pas un revenu pour te rendre riche, là. C'est le client qui paye à la fin. Il ne faut jamais l'oublier. C'est le client qui paye. Jusqu'à combien il est prêt à payer. C'est ça. Donc, ils ont décidé de faire affaire avec des sous-contractants. Ben, c'est la même chose. Moi, je suis sous-contractant là, pour Bell là, quand je vais faire les débatteurs. Quand je fais Radio X aussi. Là. Ils ne peuvent pas m'avoir comme employé. Avec les avantages sociaux et tout. Ben non, ils ne peuvent pas m'avoir. Ça ne marche pas comme ça. Là. On est tous des sous-traitants. On n'a aucune garantie. Ils peuvent me terminer demain matin. Allô, on n'a plus besoin de toi. Mais c'est bon. Merci. Maintenant, c'est pas rentable, c'est bien évident. Là. Si tu cherches à faire un peu d'argent de surplus, mais si tu veux faire carrière là-dedans, c'est pas la bonne place. Arrêtez de revenir là-dessus. Puis il faudrait syndiquer ça, puis les employés. Ben non, ça va fermer, là. L'algorithme, c'est ce que j'apprends, c'est que l'algorithme est mal fait. Parce que si tu acceptes une job pas payante, il y a des jobs plus payantes que d'autres, l'algorithme va t'en envoyer d'autres. Vous dire, OK, lui, il est prêt à les faire. Fait que tu te ramasses juste avec des jobs pas payantes. Mais ça, à un moment donné, un coup, tu connais l'algorithme. Moi, je connais l'algorithme de Facebook. Je le connais pas, mais je le connais un peu. Et je suis le plan. Il me demande 7 statuts par jour, je fais 7 statuts par jour. Ou plus. Finance. Je sais pas pourquoi faire que je dis finance, parce que je mets le petit intermède pendant ce temps-là. On m'a demandé sur X, est-ce que j'ai confiance au PME en 2026? Ben, moi, je suis un pessimiste, un optimiste. Optimiste réaliste. Est-ce que j'ai confiance? Ben oui, j'ai confiance. Je suis en train déjà d'investir. Ben, on est en train de choisir qu'est-ce qu'on va planter à part le tournesol. Mais je suis en train de choisir qu'est-ce qu'on va planter. Donc, on plante déjà de la citrouille. Quelle autre citrouille? Je veux faire de l'huile de citrouille. Donc, j'ai besoin d'avoir une sorte de citrouille qui va donner ça, de l'huile. Ça me prend une machine pour enlever les graines de ça. J'ai pas l'équipement, j'ai pas l'argent pour acheter un gros équipement, donc je suis en train de magasiner un petit équipement qui va me permettre de le faire, qui n'est pas aussi gros, qui n'est pas aussi performant, mais qui va être parfait pour que je puisse commencer et de tester le marché de l'huile. Donc, on va avoir soya qu'on ne vend pas, qu'on utilise dans nos cosmétiques, l'huile de citrouille qu'on va vendre, l'huile de tournesol, donc on se diversifie, l'huile de lin, on se diversifie. Donc, donc, je suis optimiste. Je suis optimiste parce que je travaille. Je ne peux pas être optimiste en attendant et en faisant rien. Je suis optimiste parce que je m'occupe de ma compagnie, je parle avec les clients, je travaille en conséquence de sortir des nouveaux produits pour faire rayonner mon entreprise. Donc, je suis optimiste parce que je travaille. Et je suis à l'écoute. C'est la seule raison. Si je ne travaille pas plus que la moyenne des ours et que de mes compétiteurs et que je m'occupe pas je ne suis pas à l'écoute de mes clients, je ne peux pas réussir. Donc oui, je suis optimiste pour 2026. On va voir à la fin. Mais je réagis constamment. J'ai pas assez de ventes, j'essaie de comprendre pourquoi. J'ai en masse de produits pour avoir énormément de ventes. C'est à moi d'aller les chercher maintenant. Hey, cette année, on va regarder quand même quelques titres parce que là, la bourse est en folie. Là.
On va se le dire tout de suite, là. Euh, il va y avoir de la volatilité là, cette semaine puis dans les prochaines semaines. Mais en ce moment, ben, ça monte. De beaucoup plus que je pensais. Moi, je pensais que lundi était pour être une journée catastrophique. Ben non. Une journée d'augmentation de 1%. Euh, bon, mon IGM, que je vous parle souvent, une augmentation de 1%, c'est normal parce que c'est la techno. Regardez Costco, 15$ en augmentation. Il a beaucoup diminué, là. Mais une belle augmentation aussi. Nvidia d'une pièce. Regardez Tesla de 4%. Là. On va aller voir tantôt comme équivaut Elon Musk. À quel moment, ça, c'est juste du divertissement. Là. Mais Nvidia. Mais j'attire votre attention sur deux titres québécois. Couche-Tard. Couche-Tard n'aurait absolument rien fait depuis qu'il a essayé d'acquérir 7-Eleven. Donc, j'ai hâte de voir en 2026 quelle est la stratégie de Couche-Tard pour revenir comme un vrai fleuron, une entreprise donc qui a de la croissance énormément. Si on regarde le dernier pic est en février 2024. Donc, ça, c'était à 86 75. Pas été une bonne année. Là. Pas du tout été une bonne année. L'autre compagnie, est-ce que ça peut maintenir? Ben, il y en a qui ont reçu un dividende spécial de groupe Dynamite de 2,30 $ par action. Mais est-ce que ça peut se maintenir, une augmentation de 2 Est-ce qu'il y a eu une augmentation de 340 l'année passée? On ne peut pas voir ça cette année. Est-ce que c'est ça le vrai prix de groupe Dynamite? On va le savoir en 2026. L'or et l'argent. Des valeurs refuges. Les analystes financiers ou ceux qui transigent comme ça, ils me font toujours rire. Ils se garochent à gauche et à droite. Là. Regardez l'or qui prend 112 $. Donc, 3 d'augmentation. C'est quand même énorme. Là. Silver, my God, que c'est slow. L'argent qui prend 5,77 %. La cuivre, 4,77 %. Bien ça, je n'ai pas regardé, mais ça, c'est bon pour la bourse canadienne. Parce que la bourse canadienne, c'est ça. C'est beaucoup de banques et de... On va aller voir ici. Beaucoup de banques. TSX, bon, ça remonte un peu. 0,80. On est vraiment à son plus haut, hein. C'est all-time high en ce moment, là. Si je regarde bien comme il faut. Le Nasdaq, non, pas encore. Hello, anybody home? Non, le Nasdaq n'est pas son plus haut. Le Bitcoin qui reprend. Mais là, c'est un peu slow, là, tout à coup. Là. Collabore un peu l'ordi, là. Ça allait bien, là. Il y a un moment donné, dans le show, l'ordinateur en arrache tout le temps. Ben écoute, une belle augmentation, qui est une valeur refuge aussi. Et une qui ne l'est pas, c'est le dollar canadien. Regardez-le plonger. Le dollar canadien, ben, c'est bien évident, parce qu'avec ce qui se passe au Venezuela, qui est le même pétrole que le Canada. Donc, est-ce que les États-Unis qui achètent du pétrole canadien vont se revirer vers le Venezuela? Est-ce que la Chine va continuer à acheter du pétrole vénézuélien? Est-ce que le Canada a une opportunité? Pour le moment, les gens ne voient pas d'opportunité. Pour le moment, les gens disent ouais, c'est pas tellement bon ce qui se passe, mais ça a augmenté. Regardez, il y a quand même du yo-yo. Ben, regardez ça. Ça a descendu, ça c'est aujourd'hui, ça a frappé 72,37 et là, ça remonte, probablement parce que la Chine a peut-être dit, là, c'est dur parce que les nouvelles vont très vite. Peut-être que la Chine a dit, ben, dans le doute, on va acheter du pétrole canadien. Peut-être c'est ça qui s'est passé parce qu'il tombait royalement et là, il remonte, il reprend du poil de la bête un peu. Alors, un titre qui est vraiment, ben oui, j'ai oublié d'aller le voir, un titre qui augmente beaucoup, si on regarde sur 5 jours, c'est Chevron. Chevron, ben regardez, hein. Toujours les nouvelles dans le pre-market, des fois, les gens s'excitent, hein. Et là, ça monte en flèche pour redescendre. Mais là, écoutez, ceux qui ont de l'argent pour faire du day trading avec un titre à 162$ doivent s'en donner à merveille parce qu'il augmente de 4%. Et si on le regarde sur une journée, à un intervalle de 5 secondes,
Ben là, c'est intéressant à regarder là, quand tu fais du day trading. C'est un titre qui est cher pour le day trading, mais quand tu regardes ça à 5 secondes comme ça peut être très intéressant à transiger parce qu'il y a beaucoup de volatilité avec le titre. Là. Donc 162,44, 162,41. J'aime ça regarder ça quand je le mets à cette vitesse-là. 162,37. Oups, 51. Vous voyez, il vient d'augmenter à 54. Quand tu as de l'argent et tu es capable de profiter d'un 10-15 cents comme ça, ben, c'est des titres intéressants. Regardez-le, là, il vient de pogner, il a pogné 50 cents pendant que je vous parlais. Là. Donc ça, c'est le rush d'adrénaline quand tu fais du day trading. De voir ça, là, ça en pas grand temps, là. Regardez, tu à 70, 76, on peut le regarder un petit peu par 80, 79, 75. J'ai l'impression que je suis en train de faire de l'enquête. Oh, OK, il vient de descendre encore. Là, il est dans le top du Bollinger Band pour le 5 secondes. Donc, mais bref, on reviendra le revoir tantôt. On va continuer le show, puis on reviendra le revoir à la fin. Voilà. Elon Musk, je viens d'en parler. Combien va valoir Elon Musk d'ici la fin de l'année? En ce moment, il vaut 729 milliards. Il a pris 12 milliards aujourd'hui. Pas pire, hein? Pas pire pas tout. Google, Larry Page a pris 2,1 milliards. Non, ça, c'est juste aujourd'hui. Là. Donc, Google doit bien aller aussi. Mark Zuckerberg aussi, 4,4 milliards. C'est énorme, hein? Avec SpaceX et tout le reste, si Grok va bien, ben écoute, ça va exploser. Moi, je pense, je vais faire ma prédiction. Là. Je pense que j'aime pas ça des prédictions, c'est juste pour s'amuser. Là. D'ici le mois de juin, Elon Musk va valoir un trillion. Un trillion. Hey, vous savez qu'on a on a des chocolats au Biscoff, on a des guimauves au Biscoff et vous les aimez. C'est un produit que j'aime beaucoup, 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 les biscuits Biscoff. Ça appartient à une compagnie belge. Ils prennent de l'expansion un peu partout. Leur compétition, pour eux, c'est Oreo. Oreo qui appartient au groupe Mondelez. Oreo, les biscuits Oreo, mondialement, c'est des ventes de 4 milliards par année. C'est quand même beaucoup. Hein? Et Biscoff, c'est 700 millions. 700 millions. Donc, je fais partie des fans des Biscoff. J'en vois, puis je me retiens pour pas en acheter. Puis c'est pour ça que d'ailleurs, on a acheté la tartinade pour en faire des guimauves et des chocolats, parce que j'aime beaucoup, beaucoup ce goût-là. Donc, si vous n'avez jamais goûté, vous pouvez aller voir sur notre site. Mais c'est une bataille. Ils ont décidé de prendre des parts de marché et d'attaquer Oreo dans leur marché à eux et jouer la game de la concurrence un peu partout. Donc, ça va être intéressant. Mais quand même, 4 milliards versus 700 millions. Pas pire. Pas pire, tout. Hein? Vous savez, Meghan et Harry. Meghan, elle se cherche. Hein? Et c'est une compagnie qui ne sert à rien. Il y a un article dans un journal qui dit, mais ça sert à quoi, cette compagnie-là? As Ever. C'est le nom de la compagnie de Meghan. Excusez-moi, je pensais que je vous le montrais. Et le monde dit, ouais, mais ça, c'est le genre de compagnie qui ne sert à rien. Avant des packages de marmelade, de raspberry spread et tout ça. Mais quel est son avantage? Qu'est-ce qu'elle apporte dans le marché? Quel est son avantage différentiel? La même chose qu'on va se poser comme question. Quel est ton avantage concurrentiel? Quel est ton élément différenciateur? Quel est son élément différenciateur, à part qu'elle veut copier de Goop Project, un peu différent, mais de Gwyneth Paltrow? Duo, Honey Duo Gift Box. Du vin. Spice Cider Mulling Kit. Du miel. Tu sais, cette compagnie-là peut fonctionner seulement si elle est connue. Les gens vont acheter. Son vin était sold out, mais elle sert à quoi? C'est ça qu'il faut se poser comme question quand on se lance. C'est quoi votre élément différenciateur? C'est quoi son élément différenciateur? La marmelade, elle tripe sa marmelade, c'est quoi son histoire? Il n'y a pas d'histoire derrière cette entreprise-là. Il y a des produits, mais il n'y a pas d'histoire. Impossible qu'on la voie. Le Venezuela, le pétrole, j'en ai parlé. Ben, parfait, on s'en va insolite.
Ça vous tente-tu de payer pour aller visiter une usine? Xiaomi, une entreprise de téléphone, mais aussi d'auto. Une usine où il n'y a pas un employé dedans. Ils construisent des autos juste avec des robots. Ils roulent les lumières fermées, posent une lumière. Le robot, il s'en fout, lui. Il y a 100 000 personnes qui ont appliqué pour 200 places pour aller visiter l'usine. Les gens veulent aller visiter cette usine-là. C'est devenu un happening. Ça s'est passé sur les réseaux sociaux, ça part s'en fout. 100 000 personnes veulent aller visiter l'usine. Seulement 200 personnes ont pu y aller le voir au mois de décembre parce qu'ils ne permettent pas à tout le monde. C'est juste sur un... Ben, tu peux y aller, mais voici l'événement. Donc, j'ai hâte de voir les ventes de Xiaomi dans les prochains mois. Qu'est-ce que ça va donner, cet engouement-là pour aller visiter l'usine? Hein? Hier, si vous n'avez pas quitté d'emploi, vous auriez dû. C'est hier la journée idéale. Le premier lundi qu'on revient des vacances, c'est la journée où les gens quittent leur emploi. Annoncent à leur boss, c'est terminé. C'est pas fait. Vous savez ce que vous avez à faire aujourd'hui. Mission accomplished. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one et passez une excellente journée.